Palestine, qui est celle de l'engagement. Je reviens vers l'ouvrage de Kamal Galwa, Sartre et l'Algérie. On a parlé de néocolonialisme, et avant même l'indépendance, Sartre voyait venir le néocolonialisme, justement avec cette fabrication d'une élite servile. Il dit, et là vous le citez dans votre ouvrage, hein, vraiment une merveille de précision, et pour tout chercheur, pour tout universitaire, c'est un ouvrage à avoir dans sa bibliothèque. L'élite européenne, précisait Sartre, entreprit de fabriquer un indigénat d'élite. On sélectionnait des adolescents, on leur marquait sur le front, au fer rouge, les principes de la culture occidentale, on leur fourrait dans la bouche des bâillons sonores, quel superbe oxymore, hein, des bâillons sonores, grands mots pâteux qui collaient aux dents après un bref séjour en métropole. On les renvoyait chez eux truqués. Quel visionnaire quand on voit aujourd'hui par exemple un programme comme celui des Young Leaders, hein, où on fabrique les futurs dirigeants serviles qui mènent l'Europe vers le suicide économique. Et vous mettez en parallèle, là, dans la page d'après, vous mettez en parallèle cette superbe citation de François Fanon, qui tend cette Europe qui n'en finit pas de parler de l'homme, tout en le massacrant partout où elle le rencontre. Donc il y a, je pense, c'est-à-dire, moi je dis toujours que Sartre c'est un visionnaire. Visionnaire pourquoi? Parce qu'il a analysé la colonisation comme un fait qui se répercute sur tous les aspects de la vie. C'est-à-dire, c'est un phénomène total qui subvertit, qui pervertit la société dans ses aspects les plus solides. Et en touchant notamment à l'élite comme avant-garde de la société. Absolument. Lorsqu'on fabrique un faux intellectuel, on détruit toute une société, parce que l'intellectuel, c'est la locomotive. Et si la locomotive... C'est l'avant-garde. Et si la locomotive, elle est en panne dans toute la société, va traîner derrière. Et c'était... Ou pire, si elle marche à l'envers. Voilà, c'est toute cette dynamique que Sartre a analysée, parce qu'il parle dans un autre contexte, bien sûr. Dans un contexte où il y avait le problème de l'intégration, parce que Sartre, il a rejeté ces clichés de l'intégration, de l'assimilation, la France heureuse, cette histoire des événements d'Algérie, parce que Sartre, il a dit déjà, l'Algérie, c'est une guerre d'Algérie. Parce que l'euphémisme à la mode, c'était événement. Voilà. Et c'était ce qui lui a causé une inimitié de la part de tous les intellectuels hexagonaux. Parce que en France, lorsqu'il parle des événements, c'était un problème à l'époque déjà avec Limoillet, c'est la guerre totale. Il faut se rappeler l'époque de François Mitterrand, entre janvier, je me rappelle, parce qu'il faut le citer ça. Bien sûr. Il faut le dire. Entre janvier 1956 et mai 1957, il y avait, parce que l'Assemblée nationale en France, elle a accordé les pleins pouvoirs au président du Conseil, au ministre résident, Robert Lacoste. Robert Lacoste, et à la 10e division des parachutistes. Absolument. Ces pleins pouvoirs autorisaient le ministre résident d'ouvrir ce qu'on appelle les DOP. Les DOP, c'est les dispositifs opérationnels de protection, qui est des usines à tortue. Absolument. On a ouvert le centre de tri d'Albia, on a ouvert la ferme Amzienne à Constantine. C'est là où on torture les Algériens. Et en même temps, Mitterrand, parce que c'est un grand socialiste, soi-disant, il a ordonné, c'est-à-dire la condamnation à mort de 263 Algériens, dont 153 par contumace, 90 dans ce qu'on appelle le death row, c'est-à-dire le couloir de la mort, 45 exécutés c'est-à-dire pendant 16 mois, ce qui est inquiétant, vraiment sauvage. Et on voit le même Mitterrand en 1981, avec toute sa majesté, sa roublardise, annuler et abolir la peine de mort pour les Français en 1981. Et voilà, c'est ce contraste que j'ai voulu mettre en exergue dans le livre. Oui, mais l'histoire ne pardonne pas. Voilà. Et vous avez parlé justement de cette
perversion que le colonialisme porte en germe. Et d'ailleurs, vous mettez en exergue d'un de vos chapitres cette citation d'Albert Memmi, toute nation coloniale porte en son sein les germes de la tentation fasciste. C'est cette tentation fasciste que Sartre met au jour, révèle sans embâche, mais que Camus, lui, ne voit pas. Et vous avez parlé de Sartre visionnaire. Sartre va dire à Camus, votre passivité ne sert qu'à vous ranger du côté des oppresseurs. Oui, Sartre, Sartre est considéré que, bon, il disait d'une part, le petit voyou d'Alger. Au sujet d'Albert Camus. Mais de l'autre, il disait cette belle âme. C'est-à-dire, c'est un naïf. Il disait que Camus, c'est un naïf, c'est un moraliste, il essaye de... Ben là, c'est en référence à Hegel, hein, et c'est Francis Janson. Oui, je sais. C'est Francis Janson qui va le... Parce que Janson, c'est en 1952, voilà. Lorsqu'il a fait le fameux article... La recension de l'homme révolté. La recension, il était vraiment... C'est une critique acerbe. C'est-à-dire, il a dit que c'est une morale de Saint-Bernard. Absolument. Il a dit que c'est un livre raté. L'homme révolté, c'est une apologie du statu quo. Voilà, donc Camus, il voulait une Algérie, une Algérie juste, mais dans le giron français. C'est-à-dire qu'on a les mêmes droits, les mêmes devoirs, mais sous la tutelle française. Ce qui revient à ce que Mendès-France défendait, c'est-à-dire le réformisme. Réformisme structurel, c'est-à-dire réformer la colonisation à l'intérieur. Moi, je réussis par une simple formule. Camus voulait une grande justice à l'intérieur d'une grande injustice. Voilà, exactement. Voilà, je résume ça. Ouais. Peut-être c'est une formule terre à terre. Non, elle est très parlante. Celui qui veut comprendre Camus, il va se référer à cette formule. Oui, alors, la grande justice dans la grande injustice. À quoi on pourrait répondre par la citation de Bossuet, hein? Dieu se rit des hommes qui se plaignent des effets dont ils chérissent les causes. Et l'un des alibis qu'on brandit justement comme alibi justement d'un Camus humaniste, c'est son fameux reportage Misère de la Kabylie. Alors que, d'abord, c'est un reportage qui dégouline de paternalisme et vous écrivez dans l'ouvrage, son diagnostic, et là c'est vous qui parlez, son diagnostic fut plutôt une sorte de commisération pathétique. Voilà, commisération pathétique. Moi, je dirais que Camus, au départ, il était un anticolonialiste, mais, c'est-à-dire, pas total, c'est un anticolonialiste. Un réformiste. Et tout ça à l'époque, parce qu'il a fait de cette image de l'enfant qui se nourrit des poubelles à Tizi Ouzou, et tout ça, dans la misère de la Kabylie en 1939, et tout le monde lisait ça comme une forme de commisération, bien sûr, et de paternalisme, disant que voilà, je suis français d'Algérie, et je me plains de mes compatriotes de seconde zone, qui sont dans une précarité grandissante et qui vivent de la grande misère, et je vais les sauver en rappelant les faits aux autorités par des articles de presse. C'est ça la vision de Camus. Mais est-ce qu'elle a réussi? Elle n'a pas réussi. Elle n'a pas réussi. Elle n'a pas porté de fruits. Parce qu'on voit que la misère, surtout après 1945, lorsque les Algériens sont sortis pour demander la liberté pour laquelle ils ont combattu avec les Français à Monte Cassino et dans beaucoup de lieux, les Français, ils ont mis des blindés, ils ont mis des mitraillettes et ils ont tué plein d'Algériens. Combien de milliers d'Algériens? Et Sartre, lui, n'est pas dupe de ce réformisme, puisque, effectivement, jusqu'aujourd'hui, d'ailleurs, on nous ressort Camus comme sorte d'image idéalisée. Voilà, idéalisée de la colonisation en nous disant il y a eu des opportunités ratées, peut-être qu'une autre Algérie était possible et qu'il y avait des bons et des mauvais colons. Peut-être que les bons étaient plus nombreux et qu'il ne fallait pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est le discours de certaines, d'abord des algérianistes et de certains échos locaux. Le courant algérianiste, il est influent. C'est-à-dire, lorsqu'on voit... Oui, surtout sur la Parce que moi, j'étais en France une fois et j'ai fouillé comme ça et j'ai vu des revues de cercles algérianistes.
qui sont très influents encore en France. Mais j'ai vu Algériens. Oui, les nostalgiques. Je leur ai dit, Algérianiste, alors vous parlez de l'algérianité. Moi, je rigolais. Oui. Ils m'ont dit non, on parle non, de notre Algérie, on est nostalgique, notre Algérie de l'époque et tout ça. Donc, vous connaissez l'ironie française. Évidemment. Moi, je leur ai dit, il y a une seule Algérie. On ne peut pas avoir deux Algéries. Il y a une seule Algérie, l'Algérie d'aujourd'hui. Ouais. S'il y avait deux Algéries, il faut en inventer une autre. Et c'est ça la problématique des nostalgiques. Exactement. Nostalgiques haineux. Parce qu'on peut être nostalgique. Parce que, même pour les Pieds Noirs et tout ça, il y a le pour et le contre, c'est-à-dire dans l'histoire des Pieds Noirs. Mais la réalité, elle est là. Parce qu'il y a des Pieds Noirs engagés aussi pour la cause algérienne. Oui, qui ont pu. Il faut le reconnaître. Et qui sont restés ici. Absolument. Comme la femme de Chevalier, le maire d'Alger. Oui, comme les Cholets. Voilà, le Cholet. Et Sartre, lui, on va conclure sur ça, Sartre va trancher le nœud gordien de ce genre de gymnastique pseudo-intellectuelle. Il va dire la mystification consiste en ceci: on vous promène en Algérie, on vous montre complaisamment la misère du peuple, qui est affreuse, on vous raconte des humiliations que les méchants colons font subir aux musulmans, et puis, quand vous êtes indigné, on ajoute voilà pourquoi les meilleurs Algériens ont pris des armes, ils n'en pouvaient plus. Il n'est pas vrai. Et ça, c'est une allusion à Camus. Il n'est justement, c'est dans le chapitre. Et je finis la citation. Il n'est pas vrai qu'il y ait de bons colons et d'autres qui soient méchants. Il y a les colons, c'est tout. Voilà. C'est la réalité. Voilà. Il y a des colons. Parce que l'occupation, c'est ce qui se passe actuellement en Palestine. Un colon, c'est un colon. Il n'y a pas de bon colonialisme et de mauvais colonialisme. Tous les colonialismes sont les mêmes. Absolument. Quelqu'un qui vient occupateur, c'est un colon. C'est une entreprise donc de spoliation. Lui, il l'appelle ça une entreprise de démoralisation. C'est parce qu'il a écrit un article, il s'appelle Vous êtes formidable. Cet article, vous l'avez lu. Non, bien sûr. Cet article, c'est une reprise d'une émission télévisée à l'époque, c'était en 1957. Une émission télévisée où on parle d'humour. C'est de l'humour et tout ça. Il a écrit un article, au départ, il s'intitule Une entreprise de démoralisation. Il l'a envoyé au journal du Monde. C'est Sartre qui l'a envoyé. Il a été refusé. Il n'a pas été publié. Après, il a changé de titre. Il a fait Vous êtes formidable. C'est-à-dire l'ironie. Absolument. Autant que les gens chez eux. Ouais. Et cet article, il l'a publié dans les temps modernes. Oui, sa revue. Sa revue. Il a suscité un énorme tollé. Je vous en prie. Parce qu'il y a du temps. Je vous en prie. Il y a un peu de temps. Il n'y a pas suffisamment de temps. Je vais dire une chose importante. Peut-être je vais la révéler aujourd'hui. C'est grâce à Sartre, c'est grâce à ce fameux article Vous êtes formidable, et une victoire, où il parle de la torture, qu'un sénateur américain, John Kennedy, qui était sénateur, il a fait une demande à l'administration américaine de l'époque pour qu'il intervienne dans les affaires intérieures de la France. Parce que c'est une violation directe des droits des Algériens. Et en devenant en 1960 le 35e président des États-Unis, il a soutenu les Algériens dans leur droit à l'autodétermination en poussant le général de Gaulle à opter pour cette initiative. En faisant pression. Voilà. On va développer d'autres termes en rapport avec Sartre et en rapport avec la réaction, puisque Adnan Hadmouri, dans son ouvrage, révèle aussi comment, lorsqu'on s'éloigne